Bienvenue à tous, après Paris-Chauny, nous voici de retour en studio. C'est ça des rails, vous vous souvenez, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton et à la fin c'est en Italie qu'on termine la saison. On va parler, vous l'avez compris, du Tour de Lombardie, dernier monument de la saison, mais aussi de Paris-Tour qui aura lieu le lendemain de ce Tour de Lombardie. On aura d'ailleurs l'un des participants en invité aujourd'hui, Axel Laurence, coureur de BNB Hotel KTM et vainqueur pour la toute première fois de sa jeune carrière lors du Tour de Croatie la semaine dernière. Et avec moi pour discuter de tout ça, Jérémy Sahakian, toujours fidèle au poste. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous, c'est vrai, moi je suis là toutes les semaines. Il y a eu un moment où il y a eu un petit creux. Il y a eu beaucoup de vacances. Il y a eu quelques semaines de vacances. Il y a eu quelques semaines de vacances. Rémi Dos Santos aussi est de retour à la maison, ça fait plaisir. Oui, bonjour. Moi je joue qu'à domicile, moi, c'est pour ça. Et Gilou, ça fait moins plaisir, est aussi avec nous from Belgique. On n'a pas eu l'occasion de le punir, mais on va réfléchir à une sentence évidemment puisqu'il nous a lâchés à Paris-Chauny. Mais tu es quand même là aujourd'hui, Gilou. Tant mieux, c'est parce qu'on avait personne d'autre. Ça va, Gilou, sinon ? Fauve petit. Salut, je m'en vais, c'était la dernière fois. Salut, merci. Voilà, merci à tous. On va parler un peu, il y aura un peu de Belges, hein, t'inquiète pas dans ce podcast parce qu'il y a pas mal de coureurs qui brillent et qui pourraient briller ce week-end ou terminer peut-être leur carrière. Bon, on va en parler plus tard. Vous êtes prêts ? Oui. Direction l'Italie. Le Tour de Lombardie, c'est samedi avec un parcours loin de celui que l'on connaît d'habitude, 253 km entre Bergame et Côme, pas de mur de Sormano, voilà, un des classiques d'habitude du Tour de Lombardie. Il y a quand même 5000 mètres de dénivelé. Alors, est-ce que, sur le papier, Monsieur Sahakian, vous le roi de l'Italie, vu que vous sortez à chaque fois des monts que personne ne connaît lors des quiz, est-ce que le parcours vous plaît ? Le parcours ne me déplaît pas en tout cas. Il faut dire que l'identité du Tour de Lombardie, c'est de se renouveler. C'est d'inverser le départ et l'arrivée très régulièrement entre Bergame et Côme. Donc finalement, il n'y a pas de continuité et c'est ce qui fait la particularité de cette classique. Tantôt une classique pour purs grimpeurs, tantôt plutôt pour les punchers. Cette année, ce sera plutôt pour les punchers, donc une vraie chance de briller pour Julien Alaphilippe. Donc je valide. On parlera des Français, des favoris un petit peu plus tard, évidemment, mais on a l'impression que ce parcours permet à des coureurs plus complets, punchers, voire plus complets, de briller plutôt que des grimpeurs. Rémi, c'est ça qui te fait peur parce que on sait qu'il y a Joao Almeida, mais est-ce que le fait que ça change un petit peu tout le temps, ça peut favoriser d'autres coureurs et d'autres coureurs, ça ne dénature pas le Tour de Lombardie, même si Jérémy Sahakian dit que c'est l'essence même de cette course. Ça ne dénature pas parce que après, déjà, quand tu es coureur professionnel, tu es censé t'adapter au parcours. Il n'y a que Wout van Aert qui s'adapte à peu près au parcours. Après, le reste, c'est un peu plus difficile. C'est vrai. Mais surtout, quand tu vois le palmarès, t'as que des grands noms. Donc, de toute façon, quel que soit le parcours, tu sais que c'est un parcours pour très bon et que ce sont les meilleurs qui le gagnent. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Moi, j'aime bien le parcours de cette année parce qu'il y a vraiment pas mal de petites difficultés déjà très tôt et ça peut partir vite. Et j'aimerais bien que ça arrive. Ça, c'est plus un vœu qu'un avis, mais il y a moyen de décanter la course très, très tôt. L'attraction de cette édition 2022, plus que le parcours, c'est évidemment le retour du duel entre Pogačar et Vingegaard. Parce qu'après le Tour de France, les deux se retrouvent. Ils font partie des favoris. Gilou, est-ce que ça t'excite un petit peu ce duel, ce retour entre les deux qui ont fait le bonheur des routes françaises cet été ? Oui, parce qu'on peut anticiper qu'ils vont être quand même au top sous les deux. On a vu le retour de Vingegaard, il a gagné directement. Pogačar est en forme, donc on peut s'attendre à un chouette mano à mano. Je rejoins complètement Jérémy quand il dit que ça reste quand même une course qui se renouvelle beaucoup. On se rappelle les deux victoires de Gilbert 2008-2009, c'était pas du tout le même parcours, parce qu'en 2009, qu'est-ce que j'allais dire, c'était plutôt un parcours, tu l'as dit, pour pur grimpeur. Là c'est plutôt pour je le refais, pour puncher. Là c'est plutôt pour des grimpeurs, donc moi j'aime bien et je m'attends à une belle course. Ça sonne aussi comme course de rattrapage de fin de saison pour ceux qui n'ont rien gagné, un peu en fin de tour. Les équipes qui n'ont pas gagné espèrent un petit peu briller tout simplement. Et pour la UAE avec Pogačar, on arrive avec la Dream Team. Il y a Ayuso, Formolo annoncé, Almeida, Hirschi, Maika, Ulissi. Pogačar, il veut gagner ce monument pour finir cette saison et surtout, je pense, dominer Jonas Vingegaard. Ça doit être un objectif, je suppose, Jérémy. Bon, c'est pas l'objectif de base. L'objectif, c'est de gagner, c'est de conserver son titre, c'est d'arriver aux 50 victoires pro et de dépasser un certain Remco Evenepoel
pour le C'est vrai, titre il de faut celui qu'il qui a le plus gagné Il faut qu'il gagne. cette saison. Non, puis Est-ce Pogacar, qu'il n'avait pas annoncé qu'il voulait être numéro 1 mondial quand même? Que c'était un objectif dans le coin de sa tête? Il J'ai voulait cru gagner les entendre ça, 5 moi. monuments. Il voulait gagner il 5 veut monuments tout. cette année. Donc je pense que si tu gagnes les 5, ça veut dire que Pogacar, c'est quelqu'un qui aime le vélo, qui est un peu comme Sagan ou comme Van Der Poel, qui est là pour s'amuser. Sagan mais- aime le gravel plutôt. Mais bon. Alors il aime tout. Mais il veut en même temps tout gagner. Donc là, sa saison, il y a forcément un petit goût d'inachevé, parce qu'il n'a pas réussi à gagner le Tour de France, il n'a pas réussi à gagner les mondiaux. Alors bon, il a quand même de belles courses à son palmarès. Mais la Lombardie, c'est quand même le meilleur moyen de finir sur une très 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 bonne note. Vingegaard, pas Vingegaard, Alaphilippe, pas Alaphilippe. Il vient avec une Dream Team. J'avais pas vraiment étudié la start list. Après, c'est annoncé. Hein. C'est toujours que ça peut Ouais, changer c'est annoncé, dans les mais derniers enfin, jours. S'ils ont annoncé ça, c'est qu'ils iront avec une équipe incroyable. Et tous les gars que tu as cités là, ils vont pas s'amuser à jouer leurs cartes. Hein. Clairement, ils peuvent quasiment que des coureurs qui peuvent potentiellement Presque. gagner. Bah, tu vois, il y a Polanc là qui vient de changer. Il y a quelques. Ouais, mais même minutes, Polanc, tu vois, hein, ouais. Polanc, c'est très costaud. Mais ils vont tous venir pour se mettre à plat ventre pour Pogacar. En tout cas, je vois pas bien comment ça pourrait être différent, à moins qu'on fasse une tactique un peu à la belge mondiale et qu'on envoie des mecs devant pour jouer sur deux tableaux. Mais non, il y a une vraie envie pour Pogacar de tout gagner, effectivement. Et le Tour de Lombardie, c'est l'une des 5 plus belles classiques du monde, donc ça fait pas exception. Ouais, d'ailleurs, je viens de le remarquer, c'est confirmé. Donc à la place de Ayuso, c'est Polanc. Mais bon, le reste, ils sont tous là. Hein. En tout cas, grosse équipe pour eux. C'est ça aussi qui va te faire regarder le Tour de Lombardie, Rémi. C'est ce duel Pogacar-Vingegaard, ou on s'en fiche finalement? Non, c'est quand même. Ce sont c'est les quand deux même gros favoris. très intéressant, sur parce le que papier, c'est- ce sont les deux gros favoris. Ouais. Alors il faut voir les autres quand même. Moi, je vais regarder pour voir une victoire française, évidemment. Vous allez Je trop l'ai. vite. Ouais, oui. Vous allez trop vite parce qu'il y Non, a d'autres non. favoris. Mais Je sais pas, c'est- Higuita, moi, je suis- Indlev, Vlasov, je suis Enric quand même, Mas, non? moi, je suis quand même curieux de voir oui, les adversaires, les outsiders de cette course. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Remco aussi. Mais il serait pas là, surtout Remco. Donc, Il n'y sera pas. Remco, il a fait une seule course juste pour le kiff, c'était Binche. Ouais. Et à la maison. Maintenant, c'est tout pour Julien, Ouais, évidemment. bah, c'est Julien. Ah, c'est pour. Mais sinon, alors, en termes de favoris, on peut y aller. Je sais pas, moi, alors je regarde Adam Yates qui a annoncé, Rigoberto Urán, si vous voulez, Guillaume Martin. On aussi peut faire est vraiment annoncé, les favoris ou... Charman, Higuita, Indlev, Vlasov. Non, mais je sais pas, Mikel Landa. Je dis des noms, Jevine. C'est vrai qu'en fait. Je sais pas, à part ce duel, il n'y a rien qui Non, me mais hype vraiment. La semaine de semi-classique avant le Tour de Lombardie te donne quand même quelques enseignements. Movistar va venir avec de l'ambition, avec Enric Mas, avec Valverde. Alaphilippe, on l'a vu sur Bernocchi, il a fait des efforts, je pense qu'il arrivera peut-être pas à 100%, mais pas bien loin. Et puis tu as des coureurs, tu l'as dit, hein, comme Sergio Higuita, qui sont là, qui sont présents, qui seront très certainement aussi avantagés par ce parcours plus punchy. Pogacar, grand favori, je pense qu'on est d'accord. Vingegaard, moi, je le range parmi tous les autres outsiders. Il y a Pogacar devant et tous les autres en dessous. J'oublie aussi Alejandro Valverde qui va terminer sa carrière sur ce monument, tout Une comme victoire. Vincenzo Nibali. Et pourquoi pas, puisqu'il a été brillant dernièrement. Vincenzo Nibali aussi pour sa dernière chez lui à domicile. On parlait des Français, justement. Julien Alaphilippe, le Français de la Quick Step Alpha Vinyl Team, sans Remco Evenepoel, justement. Gilou, est-ce que là, ça y est, c'est tout pour lui, même si son cousin et entraîneur Franck Alaphilippe disait qu'il était qu'à 85-90%. Il y a bon espoir que ça soit quand même le leader de cette équipe et bon espoir pour que il joue les premiers rôles. Bah, quand on voit la start list, c'est le leader de cette équipe. C'est quand même, quand on voit derrière, il y a quand même beaucoup d'équipiers qui sont là pour lui. Et puis, il faut pas oublier aussi cette histoire de maillot de champion du monde. Il l'a plus. Ça y est, la poisse est terminée. Il peut passer à autre chose. Il peut se sentir aussi libéré de toute cette pression médiatique, de toute cette pression du maillot de champion du monde qu'on reconnaît et qu'on reconnaît de loin. Donc moi, j'ai très bon espoir de voir un très bon Julien Alaphilippe et de voir une marche en avant de Julien sur les courses. Pas à venir parce qu'il n'y en aura plus, mais surtout pour l'année prochaine, j'ai très bon espoir pour Julien. Ouais, c'est le moment où jamais, Jérémy, de sortir de sa boîte maintenant, hein, Julien Alaphilippe, après une saison ultra galère, Rémi. Ouais. Oui, bah, c'est ça, c'est que on parlait de rattraper la saison. Julien, il fait pas une mauvaise saison, mais il y a tellement de galères, de blessures, de maladies. Vu ses une mauvaise saison, oui. on peut pas dire que c'est une bonne saison, Julien Alaphilippe. C'est pas une mauvaise saison dans le sens.
elle est quand même bonne. Je veux dire, Elle est pourrie, mais c'est pas de sa faute. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ouais, c'est ça, mais c'est vrai. Le moment où jamais, je sais pas, il y aura d'autres possibilités. Ça fait 3-4 ans qu'on dit c'est le moment ou jamais de gagner Liège. Bon, tous les ans, il y a une nouvelle opportunité. Par contre, c'est le moment ou jamais de sauver sa saison, et même plus que de sauver sa saison, parce qu'on pourra pas dire dimanche après la course, enfin c'est samedi, mais si on fait le bilan dimanche, on pourra pas dire que la saison a été ratée s'il gagne un des 5 monuments. Ce serait plus que sauver la saison. Ça passerait presque par un changement d'opinion total. On sera presque obligé de dire que la saison a été une réussite. Donc bien sûr, il joue très très gros samedi, mais encore une fois, je pense que c'est pas le favori numéro 1. Il est arrangé comme les autres parmi les outsiders. Oui, même s'il a été, on l'a dit, en vue sur les classiques italiennes. On a d'autres Français aussi en liste. Romain Bardet sera là, en leader de DSM. Lui aussi, qui est habitué des classiques et que l'on voit briller sur les courses d'un jour. Je crois que c'est Anthony Colas qui martèle, j'en fais exprès, quand il n'est pas là, qui martèle que Romain Bardet est un coureur de classique, sera bien présent. Celui à ranger dans les outsiders, pourquoi pas. Il devait y avoir pas David Gaudu, c'est dommage. Finalement, il n'est pas là parce polémique autour de David quand même. Il fait quoi, t'as dit? Polémique. Moi j'ai vu des polémiques sur Twitter. T'as vu alors, vas-y, explique-nous si ah non, je ne balance pas. Si, on est là pour. On fait que ça. On est là pour rentrer dans les polémiques, pour les créer même. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi j'ai vu qu'il y a. Moi j'ai lu, je ne sais pas, je ne connais pas. J'ai lu qu'avec Madame, ça se passait pas nickel. Ah. Alors là, grosse info. Alors, moi je suis pas la Dream Team. J'ai lu, ça vient pas de moi. On n'a pas ouvert Gala ce matin, mais. Pourquoi polémique si t'es pas bien dans ta vie perso? Faut pas oublier que ces athlètes sont aussi des êtres humains, donc si les planètes sont pas alignées pour c'est surtout polémique entre les gens, pas forcément pour lui, entre les tweetos pour savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Mais tu sais, Sagan, il y a une période où il était en délicatesse aussi. Je crois que même si on élargit à d'autres sports, Icardi, Djokovic, je crois qu'il y a une période où ça gagnait plus. Possible. Et puis si on remonte à très très loin, rappelez-vous on n'était pas nés, mais la Coupe du Monde en Argentine avec Cruyff, les paparazzi qu'il avait photographié avec plus ou moins une escorte ou je sais plus quoi, ça avait mis le bazar. Il était sorti de sa Coupe du Monde. De tout temps, les sportifs ont eu à gérer aussi leur vie personnelle à côté. Cruyff 78, il y a d'autres trucs. Oui, il y a beaucoup d'autres choses, mais on n'est pas là pour parler de la Coupe du Monde 78. On a changé de podcast là. Non mais regarde pas. Non mais c'est France Foot. Ouais, ça change. Non mais David Gaudu qui à 100% aurait une carte à jouer sur ce parcours. Ouais, mais il était pas à 100%. Et déjà à Bernocchi, il a abandonné à 50-60 bandes. Ouais, donc quelques difficultés. Donc il y aura quand même Valentin Madouas, pour enchaîner avec les Français. Pavel Sivakov. Molema annoncé aussi. Alors Molema français, alors pas encore, mais faut tourner le drapeau. Moi je veux bien, Molema français. Faut tourner le drapeau et il deviendra français. Ouais, voilà. Guillaume Martin, donc, je le disais tout à l'heure. Donc voilà. Non mais pour répondre sérieusement sur Bardet, bien sûr, on est obligé de le citer, mais lui, il fait partie des coureurs qui sont plutôt désavantagés par le parcours de cette année. Ouais. Il y aura eu Sormano, je t'aurais dit Bardet, il sera pas loin. Là, c'est vrai que c'est pas celui que je cite en premier. Ouais, difficile de sortir de cette liste, même des favoris, quelqu'un au-dessus du lot, en tout cas pour cette fin de saison. C'est toujours ça le cas dans cette fin de saison. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelqu'un. Il est où, Mathieu Van Der Poel? Où est-ce qu'il est, Mathieu Van Der Poel? Il est au Gravel. Il est au Gravel, puis il sera pas là a priori, parce qu'il devait être hier au Trevalley Varésiné, pardon, je vais y arriver. Il y était pas, et j'ai vu la composition probable d'Alpecin. Il y est pas non plus. Non, mais je crois que c'est même officiel qu'il ira juste au Gravel et tout. Donc merci Mathieu Van Der Poel, qui a une saison. Il se dit quoi, Van Der Poel? Il se dit si je peux dormir la nuit, peut-être j'ai l'occasion d'avoir un premier maillot de champion du monde. J'ai loupé celui de Wollongong, je vais essayer de prendre celui dans le Veneto. Ouais, il est pas le seul. On en parlera. Ouais, Gilou. Mais je disais, moi, cet événement me hype très très fort et on pourra en parler parce que ça montre à quel point le gravel prend de l'importance aussi dans le monde du vélo et dans la tête des gens. Alors, on va faire la transition directe puisque c'était mon entrée dans. On attaque pas, mais c'est pas grave. Comme ça, je mets le jingle et on repart dessus direct. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Donc alors, on parle de ces championnats du monde de gravel avec Mathieu Van Der Poel, on disait Peter Sagan, on l'a dit aussi, Miguel Angel Lopez. Alors, annoncé, j'ai lu Greg Van Avermaet aussi, Davide Rebellin. Alors cette liste est incroyable. Il y a du Stibar aussi, non? Ouais, Stibar est là, parce que j'ai lu pas mal de choses. Van Avermaet, je me dis c'est bizarre. Il y a Vermeersch. Vermeersch est là.
Mais le Gianni, pas le. Enfin, en tout cas, Oui, il y a oui, pas Florian, le Alpecin. Ouais. Oui. Ouais, donc alors Van Avermaet, ça me paraissait bizarre parce que pour moi il était à Paris Tour, a priori annoncé aussi, c'est un petit peu le bazar sur ce gravel, mais bon, alors Gilou enchaîne en disant, toi ça te hype, normal il y a Rebellin déjà, donc de base. Déjà, non, mais c'est quelque chose qui est hypant. On a envie de voir ce que ça va donner. On a envie de voir comment est-ce qu'ils vont réaliser ça. Et puis, toutes les courses, Axel l'a dit dans l'interview tantôt, toutes les courses avec ces chemins un peu, parce qu'au final, ça ressemble à des chemins en gravier et tout ça. Du gravel, bon, j'ai rien inventé. Mais ça va être très spectaculaire et ça va être très intéressant à suivre. Et surtout, comme je le disais, le cyclisme, ce n'est plus que le cyclisme sur route. On voit que ça se développe très, très fort. Avec aussi, il faut pas se mentir, le confinement qui a fait mettre beaucoup de gens au vélo et notamment au gravel. Les gens qui savaient pas forcément décider entre le VTT, entre la route, ben le gravel fait beaucoup l'unanimité, surtout auprès des gens qui pratiquent le vélo. Et c'est presque on va dire une sorte d'épreuve à part entière entre le cyclocross, la piste. Le gravel fait partie un peu de tout ça. Bon alors, vous aimez après, c'est l'occasion aussi pour Peter Sagan de briller enfin cette saison. Mais voilà, c'est pour ça que je permets de prendre la parole pour ça. Moi j'aime, je suis assez hypé, surtout par le fait qu'on verra plein de coureurs qu'on aime et qu'on connaît très bien. Donc on se dit s'ils sont tous là. Magnus aussi, on n'a pas dit, Ouais. je crois. Ça va rajouter un petit peu de piment. Alors, juste deux choses que je voudrais préciser. La première, c'est que ce sera à suivre sur l'appli Eurosport. Et ça, c'est Voilà. cool quand même. C'est toi qui commandes, c'est pour ça que tu Alors, viens je là. fais que le samedi. Je fais que la course femme avec notamment Pokémonen. Ça fera plaisir à Anthony. Non, mais c'est quand même bien que ce soit médiatisé d'entrée de jeu par la chaîne du vélo. Et la deuxième chose, je savais pas que Gilou était devin parce que l'interview d'Axel Laurence, c'est dans Je 5 savais minutes. qu'il Donc, lui, il sait déjà ce qu'il va nous dire. Bravo, Gilou. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'Axel Laurence, nous ne l'avons pas encore On ne l'a eu pas encore eu. officiellement. On nous a- Il nous a brûlé le faux direct. Autre coureur annoncé. Alors, je trouve ça assez bizarre parce qu'il y a Mozzato à annoncer, mais il a annoncé sur Paris Tour. Il y a Lutsenko, Magnus Lutsenko, Cort pas aussi, étonnant. Lilian Calmejane. Verona, enfin et vraiment il y a un Belle petit peu tout. Il y a startiste. Nicolas Roche aussi qui va faire Oui, le lui, retour en oui. vélo. Enfin voilà, c'est. Je vais regarder. Voilà. Lui, Je il vais pas vous s'amuse mentir, je bien vais parce regarder. qu'il devait faire aussi les championnats du monde Zwift en début de saison chez lui dans son salon et je crois qu'il avait eu le Covid, il n'avait pas pu le faire. Bon, ça n'a aucun sens puisque dans ton salon tu gênes personne, mais peut-être qu'il n'était pas Ah, apte mais physiquement. attends, oui, mais il était pas Mais- apte. Il a fait Danse avec les Il stars. y a que Ayuso qui se permet de courir et de faire Et podium Maïka. Moi, je tiens aussi, d'une moi, je Vuelta tiens. sur. Et Maïka, ouais. Ouais, Maïka, évidemment. Vas-y Rémi, on l'a coupé. Oui. Non, je disais que Nicolas Roche aussi a fait Danse avec les stars. Donc oui, il a l'air de bien s'amuser. Et on a fait du voici. Ce podcast, on a fait c'est du n'importe gala. quoi. Oui, bon, bref, on enchaîne. Transfert, Nairo Quintana, chez AG2R ou Astana. Alors, est-ce que. Non, ça te hype pas du tout. Et si surtout, j'ai lu tout et son contraire en l'espace Non d'une mais semaine. Nairo Quintana. Donc pardon parce qu'on l'a pas dit qu'il a rompu son contrat. Enfin il avait prolongé A mais priori, il avait finalement, prolongé. son C'est ça, contrat, bref bon ça c'est fini avec Arca Samsic et donc du coup annoncé peut-être dans une équipe française, ça c'est une grosse rumeur qui enflait World Tour. Donc a priori AG2R qui l'aurait contacté selon les informations d'un journal que je ne citerai pas mais qui est sur L'équipe. mes murs. Voilà. Et donc voilà. Ou Astana. Bon, Astana, ça paraît plus logique. Mais... Au vu de la situation, Astana Ouais. semble plus logique. Oui. Donc voilà, je donne les infos. Non, Nairo On les a Quintana. pas, de toute façon. Non, Nairo Quintana, AG2R. Non. Mais déjà- Je le vois très après mal chez Bettencourt. AG2R. Vraiment, moi, je le vois bien chez Astana, en fait. Oui, moi aussi. Mais surtout, il va quand même falloir éclaircir ce qui s'est passé sur le tour parce que c'est encore en instruction. Oui, C'est mais, très mais bon, ça a duré combien de temps à chaque fois, Non, mais- tu te fais juger 8 mois après, on dit bah finalement t'es condamné, mais tu as déjà Mais- fait tes 8 mois de. Mais d'accord, mais tu peux pas course. prendre le risque de signer quelqu'un comme ça avec un budget pareil sans savoir s'il va pouvoir courir ou pas. Parce que tu vas mettre quand même un budget considérable, ça va modifier ton recrutement, tu vas être obligé de prendre des coéquipiers, tu vas faire des choix, tu Il y a vas d'ailleurs qui va privilégier- venir aussi. Oui, il y a certainement d'ailleurs, Anacona et toute la clique. Non, mais pour être très honnête, il y a très peu d'équipes qui peuvent prendre ce risque. Ouais. Astana, oui, parce qu'Astana a fait une saison calamiteuse, même s'il y a eu quand même un top 5 sur le Giro et un top 5 sur la Vuelta. Mais sur le Tour de France, on les a pas vus. Ils ont besoin de ce type de leader et ils peuvent prendre le risque. Mais à G2R, ils iront pas dans ce bourbier, je pense. Hein. Ouais, surtout qu'ils ont un O'Connor qui marche plutôt bien, même s'il a été malchanceux sur le dernier Mais- Tour de France. Non, il n'ira pas chez l'auto, hein, Gilou, hein, t'inquiète pas. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à Quintana chez AG2R, est-ce qu'ils n'ont pas appris la leçon en prenant des plus âgés, même des gars en fin de carrière, des grands leaders, on va dire, en fin de carrière? Ils ont pris Van Avermaet, ils ont pris Young Girls.
On voit ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ce serait intéressant pour eux de remiser encore une fois sur ce type de coureur? Je suis pas convaincu. C'était moyen pour Jungels et Van Avermaet, même si Jungels a remporté une étape du Tour de France cette année, mais bon. Ouais, Jungels en fin de carrière. Oui, on a encore le temps. Oui, non, mais plutôt pour Van Avermaet, quoi. Oui. Ouais, même si bon, il y a quand même eu un podium sur le Ronde, ce qui est pas scandaleux. C'est vrai. Non, mais si On l'oublie souvent. si on reprend quand même l'historique de cette équipe AG2R, il y a peut-être aussi une jurisprudence Mancebo qui était venue en 2006 et bam, Puerto. Peut-être que Vincent Lavenu, il se dit j'ai pas envie de retenter l'expérience d'un leader qui va pas courir quoi. Il y a C'est Paco sûr. Mancebo, l'homme C'est à la sûr tête que penchée qui était venu chez AG2R. C'est incroyable, mais que de souvenirs en tout cas. Ça me rappelle que de souvenirs. Juste après Belloki Super beau à tour, Brioche je la pense. boulangère. L'équipe VTT Ineos qui va recruter Pauline Ferrand-Prévot. Voilà, ils vont essayer de se créer une petite dream team. Est-ce qu'on a un spécialiste VTT autour de la table? Non, ça non. Non. Bon, voilà, Non, mais Pauline Ferrand-Prévot est une des meilleures VTTistes du monde, donc ils ont raison. voilà, s'ils ils veulent gagner. se créer une petite dream Ça, team. plus Moi, Pitcock si- chez les hommes. Pitcock, évidemment. Si je pouvais Est-ce que juste les dire deux un meilleures truc. VTTistes du monde sont pas françaises? Pauline Ferrand-Prévot et Léona Lecomte, c'est pareil? Si, tout à fait. Oui, bon, même s'il y en a aucune Ah, qui a c'est été bien, sur quand le même. podium des Jeux, mais Oui. On s'en oui, rappelle c'est Ouais, les on deux n'a meilleurs. jamais réussi sur les jeux Ouais. au niveau féminin sur le VTT. hein. C'est les Suisses d'abord. Non, mais quel est le projet d'Ineos? Est-ce que c'est de monter une structure et d'arriver progressivement à faire aussi une équipe sur route? Ça reste à découvrir. Donc intéressant quand même de suivre ce feuilleton. Pour l'instant, ça mise sur Pauline Ferrand-Prévot, mais j'ai quand même du mal à croire qu'ils vont simplement signer qu'elle. Ouais. Ça me semble difficile à envisager. En fait, moi, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, ils vont créer une équipe féminine et il y aura Pauline Ferrand-Prévot dedans. Je parle sur route. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant. Puis finalement, j'ai vu que le VTT et tout, mais c'est vrai que. À suivre. Ouais, à suivre. Tiens, Gilles, on va te donner la parole parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu en Belgique dernièrement. C'est le champion du monde, Remco Evenepoel. C'était la folie là-bas. Non, je sais pas si tu as suivi ça. Bon, tu devais être sûrement en bar. Il était bourré. C'était la folie. Donc, il y avait 6000 personnes sur la Grand Place. Il a commencé dans la commune à Dilbeek et puis après, il a été vers la Grand Place. Il y avait énormément de monde, énormément de gens qui voulaient faire la fête, qui voulaient le remercier. Et ça montre aussi l'attente qu'avaient les Belges par rapport à ce titre de champion du monde, par rapport à ce grand tour, parce que je pense que même s'il n'est pas champion du monde, il y aurait quand même eu beaucoup de monde par rapport à la victoire à la Vuelta. C'était une liesse populaire. Heureusement, il n'a pas fait trop froid et ça m'a fait très plaisir. Qu'il soit revenu en Belgique et qu'il soit acclamé comme ça. Et j'en discutais encore avec des potes tantôt, même s'il fait pas l'unanimité sur, on va dire, auprès des spectateurs et des autres gens, j'ai l'impression qu'au sein même du peloton et du moins de son équipe et des marques d'affection qu'il a ressenties, il fait peut-être l'unanimité au sein du peloton plus qu'aux yeux des suiveurs. Ouais, il a couru Binchim et Binch avec Ilio Case qui a pris lui sa retraite à cette occasion. Il a terminé loin de la tête de la course remportée par Christophe Laporte. On en parlera tout à l'heure avec cette dernière partie sur Paris Tour. Dernier truc, avant de passer à Axel Laurence, qu'on va faire juste après, évidemment. C'est lui qui vient, je savais pas. Un petit mot du Tour de France féminin qui va partir de Clermont en Ah, 2023 et pourquoi pas un petit peu de montagne, ça sent les Pyrénées et tout, non? Ça c'est pas mal, non? C'est génial. Bon, Clermont, désolé pour les Clermontois, c'est pas la ville préférée dans laquelle je suis passé, mais bon, de partir de Clermont, après à Rodez, non? Qu'est-ce qu'il y a? Jérémy, si tu veux me dire le message que tu m'as envoyé après m'avoir annoncé le départ de Clermont. Alors, il y a un truc qui me plaît vraiment, c'est On le s'approche des retour. montagnes, non? Non, c'est le retour du Puy-de-Dôme sur le Tour homme. Après, le départ de Clermont-Ferrand sur le Tour femme, c'est pas forcément la nouvelle Non. qui me hype le Mais- plus. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça va prendre la direction des Pyrénées, puisqu'il va y avoir bien passage sûr. à Rodez. Donc peut-être, pourquoi pas, rêvons d'une arrivée au sommet du Tourmalet. C'est ce qui était J'adorerais. les rumeurs annoncées. Bon alors Clermont, enfin pas plus Je Clermont, connaissais le même fait pas que ça cette part- non, on va avoir des problèmes. Alors je suis désolé au Clermontois. Oh, je crois qu'il y a Bastien Babas qui vient de Clermont. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai besoin d'un maximum d'auditeurs, donc on ne peut pas se permettre d'en perdre. Non, Donc du coup non, mais le c'est fait que sur ça parte dans le sud. Il y a Vulcania aussi. Non, c'est bien. C'est important. Non, mais c'est bien que ça change et que ça parte pas de Paris. Parce que ça Sinon, se bah, ça détache, limite un ça petit se peu, en plus. voilà, ça se détache un peu du Tour homme, même si ça reste évidemment la même structure. C'est bien parce que tu es plus proche des Pyrénées, en effet. Bon, voilà, c'est juste qu'il y a quand même plus sexy, mais il faut bien partir d'un endroit, quoi. Voilà, super. Bon, moi aussi j'ai commencé, hein, donc je peux rien dire. On s'excuse platement auprès des Des Clermontois Auvergnats. et de la ville. Et puis ils ont quand même le Clermont Foot.
Ils ont Qui a autant de points que l'OL, c'est bien de le préciser. Tu ne peux pas t'empêcher de parler de l'OL. Pardon. Chaque commentaire de vélo, il y a l'OL à chaque fois. C'est bon, ton club en ce moment ne va pas très bien. Il va falloir que tu ailles consulter. On va consulter quelqu'un. D'ailleurs, c'est Axel Laurence qui va faire son entrée dans ce podcast, le coureur BNB Hôtel KTM, parce qu'il réalise un très très bon. Il n'est pas Clermontois. Très bon fin de saison. Il est breton. Il est Je breton. sais, je sais. Très très bonne fin de saison pour Axel Laurence qui a remporté une étape du Tour de Croatie il n'y a pas longtemps. Jérémy, je te vois sourire, c'est pour dire quoi? Ah, pour rien dire, non, j'ai hâte d'être à l'interview. Je me demande bien ce qu'il va pouvoir nous dire. Ben voilà, on va lancer le jingle maintenant. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Axel Laurence, coureur BNB Hôtel KTM, est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour. Bon, tout d'abord, félicitations pour ta première victoire professionnelle sur la quatrième étape du Tour de Croatie. Par contre, tu as chuté lors de la dernière étape. Alors, on veut savoir comment tu vas aujourd'hui. Eh ben, écoutez, ça va plutôt pas mal pour cette chute-là. J'ai juste bien râpé de tout le côté gauche, mais sinon, ça va, pas de gros bobos. Et donc, on va revenir sur cette victoire finalement au sprint sur la quatrième étape du Tour de Croatie. Ta première victoire professionnelle pour ta première saison pro. Alors, tu t'es dit juste après que tu t'es senti léger après avoir gagné. C'est la délivrance quand on remporte enfin un succès sur le circuit professionnel. Oui, surtout, voilà, je tournais autour tous les week-ends. J'étais dans le top 10, mais voilà, je trouvais jamais l'ouverture pour aller chercher la gagne. Donc forcément, ça devenait un peu frustrant. Et voilà, il était temps de conclure et d'aller chercher la victoire. Ouais, parce que tu étais omniprésent depuis le début de l'année. 2 podiums sur le Tour de Rwanda, 10e du général du Tour de Bretagne, donc ça c'est en début d'année. Tu as aussi 2 podiums d'étape sur le Tour de Wallonie, podium sur le Tour de Poitou-Charentes, 2e de la Bretagne classique, battu seulement par Wout van Aert. Finalement, en fait, cette victoire, c'est qu'une confirmation pour toi. On ne te découvre pas en Croatie. Oui, je pense que le plus gros fait majeur de ma saison, ça aurait été le Grand Prix de Plouay derrière Wout van Aert, mais oui, c'est vrai que j'ai fait une bonne deuxième partie de saison après la petite pause en juin. J'ai vraiment bien repris en juillet et puis ça a continué jusque maintenant. Et puis, Jérémy Sakian, tu avais une question, je vais faire signe. Oui, alors on n'est pas encore à la giclette, mais c'est une question un peu second degré. J'ai vu passer des messages prétendus d'un certain Axel Laurence sur un forum de Pro Cycling Manager qui réclamait d'augmenter ses notes. Est-ce que c'est vraiment toi ? Oui, c'est vraiment moi. Attends, on est des grands joueurs. En tout cas, moi, je suis un grand joueur. Tu veux que je lise le message ? Je vais faire changer les notes. Attention. Vas-y. Non, parce qu'il dit « J'aimerais bien jouer avec moi de temps en temps. Je pense que je mérite un petit hop au vu de mes dernières performances. Dites-moi ce que vous en pensez parce qu'en vrai, c'est pas fun de jouer avec moi. » Combien tu te mettrais en vallon et en sprint, par exemple ? Bah justement, oui. Là, c'est pas trop mal, hein, les dernières notes que j'ai vues. Je me mettrais peut-être un petit plus 1 en vallon, 73, je pense que ça peut être pas mal, 73-74, et en sprint, ouais, 73-74, je pense que c'est pas mal non plus. Elles ont été changées les notes ou pas, non ? Bah moi j'ai pas la dernière version. Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, quand j'ai mis ce message, j'avais aucune note dans le vert, quoi. Ah, bon, bah. J'avais tout en dessous de 69, donc ouais, c'était pas fou, quoi. Ouais, en fait, il faut que Jérôme Pinault appelle directement Pro Cycling Manager et les créateurs Focus pour leur dire mais attends, c'est pas possible, mes coureurs ils sont hyper forts. T'as la chance que les notes sont changées, sinon on aurait fait un message directement chez eux pour dire attends, c'est pas possible pour les notes. Tiens, j'ai aussi, on reste un petit peu entre guillemets dans le second degré. Bravo, félicitations, t'as battu papa. Donc avec ta première victoire professionnelle, Franck qui était pro entre 95 et 96, on a regardé un petit peu son palmarès, il a gagné que chez les amateurs, donc ça veut dire que tu es le premier de la famille à gagner chez les pros. Non, il avait gagné une étape du Tour du Limousin, il était amateur à ce moment-là, mais c'était une course chez les professionnels. On a trop mal regardé. Mais je suis revenu, là je l'ai quand même battu. Ouais, parce qu'il a dit qu'il a gagné qu'une fois et puis après derrière il a pas fait trop de podium non plus. Non, on a regardé un petit peu son palmarès avant de faire la mission. Puis, on a bien regardé. Ta sœur Tiffaine, qui est pro chez Arkea Samsic. Donc, une grande famille de cyclistes, je suppose. Voilà, que ça t'a un petit peu aidé à
prendre le vélo dès le plus jeune âge? Oui, forcément, j'ai commencé à 4 ans et demi le BMX. Donc je suis monté tout de suite sur un vélo et puis après voilà, grâce à mon père qui connaît très bien le vélo, il m'a bien appris les fondamentaux et donc forcément ça aide pour la suite. 21 ans, Axel, donc cette année, première année chez B&B Hotel KTM, première année pro. Alors comment ça se passe cette année? Est-ce que même elle se termine maintenant? Comment tu as vécu cette année au sein d'une équipe professionnelle? Bah, en fait, je pense que ça s'est vraiment découpé en deux parties. J'ai eu la première saison, donc forcément, quand on arrive sur notre première course chez les pros, on est tout excité et on a envie de bien faire. Et puis après, voilà, j'ai eu des courses aussi qui étaient à ma portée, voilà, des classes 2 que j'avais déjà fait par le passé, avec le Tour du Rwanda qui n'est pas une classe 2, mais voilà, c'est pas non plus un niveau extraordinaire. Et le Tour de Bretagne, donc ça m'a permis de continuer à aller chercher des résultats. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai fait pas mal de courses, j'ai progressé petit à petit, parce que je me suis quand même blessé au Rwanda, donc j'ai eu un mois sans compétition, donc il a fallu revenir. Et puis comme j'ai dit, voilà, fin juin, j'ai senti que ça commençait à vraiment venir physiquement. Sur le Tour de Belgique notamment, et puis ensuite à la reprise en Wallonie tout de suite j'étais présent et j'ai pas forcément senti voilà que j'avais passé un palier énorme, mais voilà, je pense que je me suis un peu habitué au rythme, et donc j'étais capable dans le final d'aller chercher des résultats, et donc voilà, ça s'est enchaîné rapidement. Sur chaque course je me sentais bien, j'avais des bonnes jambes, donc forcément j'avais aussi envie d'en profiter, parce que quand on a des bonnes jambes, on les a pas forcément toute l'année, donc faut en profiter un maximum. Ouais, sur cette fin d'année, en tout cas, tu carbures à fond. Gilou, notre Belge national, avait une question à te poser. Vas-y, Gilou, prends la parole. Salut Axel, déjà, je voulais dire bonjour. Moi, c'était une question par rapport au Rwanda. On t'a été autour du Rwanda, j'ai un peu un chat dans la gorge. On sait que les mondiaux vont y aller. Est-ce que tu as ressenti vraiment une atmosphère ou quelque chose qui se détachait de ce village, enfin de ce village, de ce pays? On dit que c'est un pays du cyclisme, mais est-ce que tu l'as ressenti? Oui, déjà voilà, d'aller au Rwanda, c'était une expérience vraiment incroyable. Ça change complètement notre vision. Voilà, c'est tous nos repères sont perdus, et ouais, c'est une aventure aussi humaine, même avec la course. Voilà, c'est des cultures différentes, et c'est vrai que en fait là-bas déjà il y a du monde qui marche. Voilà, il y a vraiment de monde dans la ville. Et puis quand justement la course passait, en fait tout le monde vient voir, et ça faisait des marées humaines juste énormes. Et puis aux arrivées et tout ça, il y avait vraiment énormément de monde. Et ouais, c'est ça qui chamboule un peu tout, c'est que en fait on est plus habitué à avoir autant de monde comme ça. Déjà ne serait-ce que de marcher, de vivre entre guillemets, et après ouais, quand il y a la course, il y avait un monde fou. Et on espère la même chose en 2027 pour ça va être incroyable. Je vous annonce, ça va être incroyable. Je sens un truc de fou. Ouais, 2025. Ouais, je pense que ça peut être extraordinaire. Je parle pour les France. On espère la même chose en 2027 pour les championnats du monde en France dans 5 ans. Axel Laurence, tu seras là, sûrement là, puisque tu es encore tout jeune, comme on le disait. Donc, j'avais aussi une déclaration d'un coureur qui était à tes côtés lors du Tour de Croatie, Pierre Rolland, qui disait que tu t'affirmais comme un leader. Est-ce que tu te sens leader par moment de cette équipe B&B Hotel KTM? Là sur le Tour de Croatie, ouais, j'étais leader parce que physiquement j'étais en bonne condition, donc forcément on t'aide vu que t'as des bonnes jambes. Après j'ai toujours aimé voilà, essayer de prendre la parole dans les jeunes catégories. J'étais toujours un peu le capitaine de route parce que justement grâce à mon père, j'avais quand même une science de la course assez développé, donc je vois beaucoup de choses sur le vélo, et donc oui, forcément j'aime bien essayer de prendre la parole, voilà, même mettre des choses en place, et là c'était pour moi une première expérience
en tant que leader sur la course et bah ça s'est très bien déroulé et c'est vraiment bien justement d'avoir des gars comme Pierre, comme Cyril Gauthier, Cyril Lemoine qui sont vraiment très expérimentés et ils m'aident beaucoup là-dessus. Ouais, 5e du général du Tour de Croatie d'ailleurs, en plus de cette victoire d'étape. Dimanche, on va en parler d'ailleurs un peu plus tard dans ce podcast, il y a Paris Tour. Alors, est-ce que tu seras leader ou pas? Parce qu'il y a du beau monde dans ton équipe normalement annoncé. Bon, déjà, toi, tu es annoncé. Il y a aussi Franck Bonamour, Luca Mozzato et tout. Hey, il y a quand même une sacrée équipe pour BNB Hotel KTM. Comment vous allez faire pour la stratégie? Bah, sur une course comme Paris Tour, en fait, c'est pas si compliqué que ça parce que Celui qui crève vu pas. qu'il y a des chemins, on peut pas se permettre de tout mettre pour quelqu'un parce qu'en fait, il suffit que le gars crève dans le chemin et c'est fini et on a usé toutes nos cartes. Donc le plus important, je pense que c'est d'une première part d'éviter tout ce qui est bordure, tout ça, voilà, toujours être dans le bon coup tous ensemble. Et puis après, voilà, sur les chemins, faut un petit facteur chance. Et donc, au fil de la course, on voit qui reste. Et puis après, on parle entre nous, voir celui qui a les meilleures jambes et comment on peut gérer dans le final. Mais ouais, le but, c'est de garder le maximum de cartes parce que il peut y avoir des crevaisons, des chutes. Donc, on n'est jamais à l'abri de perdre quelqu'un. Bon, on espère que tu feras mieux que l'an dernier, mais en Paris Tour Espoir, puisqu'il t'avait terminé assez loin de la tête. Mais découvrir ces courses comme ça, c'est cool quand même. Hein. Même si Paris Tour, c'est plus la légende. Ça aussi, on en parlera après. La légendaire course qu'avant, c'est quand même une course sympathique à disputer. Ouais, franchement, pour terminer la saison, je pense que c'est une très belle course. On peut le voir. Il y a quand même un beau plateau sur cette dernière course de la saison, donc je pense que ça prend quand même c'est une très belle course en France. Finalement il y a pas tant que ça de course qui ramène autant de monde et puis ouais, c'est une course atypique, ça ramène forcément un peu de monde aussi. Il y a souvent ce débat des chemins, c'est bien, c'est pas bien. Après je pense que quand on sait que c'est une course où il y a des chemins, on vient équipé et on vient pour ça. Après, quand par exemple à la Bretagne Classique on rajoute juste 2 chemins, voilà, là c'est un peu plus embêtant parce qu'on peut pas se permettre de s'équiper en conséquence, etc. Mais voilà, des courses où il y a des chemins, moi je sais que je les ai toutes faites à part les Bianchi cette année. Sinon j'ai fait toutes les courses avec les chemins et moi j'adore ça. Si t'es bien équipé, il n'y a pas forcément trop de problèmes non plus. Donc voilà. Les chemins, c'est une chose. Quid des pavés? J'ai entendu Pierre Roland au micro de l'équipe pendant la Cro Race dire il faut le laisser aller partout, que ce soit sur les classiques ardennaises, mais aussi sur les flandriennes. T'es prêt à y aller aussi? Ouais, je pense que je vais essayer ça l'année prochaine. Après, je pense que pour moi, ce qui est bien, c'est les monts pavés et pas forcément les pavés tout plats, parce que je suis quand même assez léger. Et donc je manque forcément de force par rapport aux vrais Flandriens, mais j'ai déjà fait quelques courses avec des monts pavés et j'ai toujours bien apprécié, et puis ça reste des courses de placement où il faut frotter et ça j'aime bien aussi. Bon, après tes notes sur Pro Cycling Manager, est-ce qu'il faut qu'on appelle Jérôme Pinault pour lui dire de te prolonger parce que tu es en fin de contrat en 2023. Bon, c'est un ami de Saderaï vu qu'il est venu plusieurs fois, Jérôme, mais bon, est-ce qu'il faut qu'on l'appelle derrière pour que tu prolonges un petit peu parce que, attention, tu prends du galon maintenant. Oui, Jérôme m'a déjà proposé une prolongation, mais c'était pour lui, je pense que c'était aussi logique. Mais après, voilà, comme je dis, j'ai encore une année, donc j'ai le temps de voir venir et j'ai pas besoin de me presser là-dessus. Vas-y Rémi. Justement, tu parles de l'avenir, il va y avoir ce partenariat avec BNB, avec la mairie de Paris. L'équipe est censée grossir avec tout ce partenariat. Comment tu te vois à long terme dans cette structure et grandir avec ? Oui, après il faut voir comment l'année prochaine les choses se mettent en place. Parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est facile à faire non plus, de changer un peu de structure. Je pense que ça prend aussi du temps à mettre en place, donc il faudra voir comment ça se passe l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est un beau projet et ça donne forcément envie pour la suite.
Oui, mais on a beaucoup encore de choses à voir de ta part, étant donné qu'on t'a pas encore vu sur les pavés. Bon, il y en avait en Croatie, hein, des petits monts pavés sur le final. Il y avait des rails de tramway. Oui, C'est arrivé suicidaire un peu, ouais. Et finalement, tu t'es fait avoir en descente sur un petit mouvement, j'ai l'impression, de Albanese, si c'est ma mémoire est bonne. Tu restes encore un petit peu avec nous, Axel, puisque on a la giclette. Jérémy Sakian à mes côtés a préparé quelques questions. C'est rapide, c'est efficace et c'est tout de suite. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Jérémy Sakian, c'est à vous. Ouais, c'est un vrai ou faux. Ça va aller très vite. Alors entre toi, Jérémy Lecroc, Pierre Barbier et Luca Mozzato, on est d'accord, c'est toi qui va le plus vite. Vrai ou faux? Faux. C'est Jérémy Lecroc, Jérémy dirait Lecroc. Anthony Nicolas, et sera là pour le quiz normalement tout à l'heure. Vrai ou faux, on te reverra bientôt sur les cyclocross. Vrai. Vrai ou faux, quand tu reviendras, tu mettras une pile à Steve Chenel sans problème, on est d'accord? Faux. Et tu mets des tirs à tout le monde. Je mets des Steve, il va écouter, il va nous appeler, il va dire mais attends, mais c'est pas possible. T'inquiète pas, c'est voulu. Vrai ou faux, tu retourneras tous les ans sur la Bretagne classique tant que tu l'auras pas gagné. Vrai. Vrai ou faux, ça c'est pour faire plaisir à Gilou. Du coup, t'as été battu par Van Aert, on est d'accord, tu préfères Van Der Poel à Van Aert. Vrai. Et la dernière, vrai ou faux, s'il n'y avait qu'une seule classique à gagner, ce serait bien sûr Paris-Chauny. Faux. On n'a pas l'habitude, Axel. Mais oui, parce que on fait la promotion toutes les semaines de Paris-Chauny, voilà, faut le On savoir. devrait toucher un petit peu de billets là-dessus. Enfin bref, merci Axel, c'était très agréable d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Petite Et l'année précision, prochaine, oui. non, il est encore très très jeune, il a tout le temps d'y penser, mais à mon avis, au vu de ce qu'on a entendu, il fera un très très bon consultant dans une quinzaine d'années. Non, mais dis pas ça parce que Je te le Guillaume, dis. Guillaume Digradia, en plus, bah, va il va nous appeler, va dire on se le met de côté, celui-là, comme ça, dans 15 ans, on est je veux bien tranquille. essayer, moi. Ah, bah, voilà. Ah, ben voilà. Bah, le message est passé. Rendez-vous est pris. Et voilà. Et je demande aussi un petit peu d'argent aussi à Guillaume. Bon, merci Axel, merci à toi. Merci Et puis donc, beaucoup. comme je le disais, bonne fin de saison et aussi bonne saison prochaine avec BNB Hotel KTM. Salut. Merci beaucoup, salut. Salut Merci Axel. Axel. Et après Axel Laurence, on va continuer de parler de Paris Tour parce qu'on en a parlé avec lui, il va y participer puisque c'est l'objectif et l'ambition de ce sprint final. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Allez, après le Tour de Lombardie, après Axel Laurence, on va parler de Paris Tour. 212 km, 9 chemins de vigne dans les derniers kilomètres, 50 derniers kilomètres. Ça fait au total en chemin 9,5 km au total. Voilà, je dis tout le parcours comme ça. T'as une bonne note en maths au bac, non toi? Non, mais pourquoi tu... Non, tu dis les ça calculs ont l'air rodés. Bah non, mais c'est juste La que j'ai rodèse. dit... Alors... On va passer. Avec toujours cette même question pour commencer, Jérémy, je vais te donner la parole. Est-ce qu'on s'y est fait finalement à ce nouveau parcours avec ces chemins de vigne qui rend la compétition aléatoire au possible? Non. Bon, toujours Non, je m'y suis pas fait parce que pour moi, Paris Tour, ça reste la classique des sprinteurs ou alors des baroudeurs qui arrivent à résister dans les dernières ascensions avant Tour. Ça reste cette classique de la Coupe du Monde qui avait dans un palmarès quasiment autant d'importance qu'un monument. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour garder l'attention du spectateur, pour conserver des droits télé alléchants, on a essayé de révolutionner la course, de rendre la course différente. On a essayé de faire une demi-Strade Bianche qui finalement a pas tant de sens que ça. Alors oui, il y aura du monde devant la télé, oui, il y aura du monde au bord des routes, mais pour moi, on a dénaturé le jouet et on a dénaturé une course qui avait une vraie identité pour le coup. Bon, alors on va essayer de prendre la température de l'autre côté de nos frontières. Gilou, Paris Tour, ça vaut quelque chose lorsqu'on est ailleurs qu'en France? Oui, ça reste quand même une course importante dans un palmarès, comme peuvent être, je sais pas moi, une flèche Brabançonne ou une flèche Wallonne, ce genre de course. Moi, je suis pas forcément d'accord avec Jérémy. Je trouve que c'est chouette de changer aussi de temps en temps, même s'il y avait une identité. On a quand même tendance à un peu s'ennuyer devant Paris Tour. Là, ça rajoute du spectacle. Donc moi, quand il y a du spectacle, je suis content. Ça me fait très très mal qu'on mette Paris Tour à la même table que la flèche Brabançonne pour le coup. Ah c'est oui normal parce que Gilou est plus jeune, il n'a pas forcément connu les années Coupe du Monde. Il Mais n'a pas connu Tour, Virenque. Paris Tour, non mais il faut se rappeler de ce que c'était Paris Tour. C'était vraiment une course Ouais, mais légendaire. on m'a parlé par rapport à la Belgique. Hein. Ouais, mais même. Pour Mais moi, alors- en Belgique, je pense qu'il y a... Ouais, je sais pas. Non mais même, pour le coup, Paris Tour, il y a 20 ans de ça, c'était un monstre sacré. Aujourd'hui, c'est une vulgaire flèche Brabançonne, avec tout le respect que j'ai pour la Brabançonne.
Pour moi, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est obligé de s'inventer une nouvelle vie, une nouvelle identité. C'est parce qu'on a perdu ça super. Je suis encore jeune. Non, mais c'est pas de ta faute. C'est ce qui est devenu cette course quand elle est sortie du World Tour. Il y a quelque chose qui s'est cassé malheureusement. Sa légende, on rappelle les vainqueurs dans les années 2000 notamment, Richard Virenque, donc Jacob Pil, Eric Zabel, Eric Decker, Alessandro Petacchi, Philippe Gilbert, Oscar Freire, Greg Van Avermaet en 2011 et après on a eu des Marco Marcato, Yele Wallace, Fernando Gaviria, Craig Andersen, voilà. Il y a une vraie cassure. Casper Pedersen. Ouais, au cœur du XXe siècle, il y a une vraie cassure quand elle a cessé d'être World Tour tout simplement. Ouais, même si le palmarès il reste beau quand même. Oui. T'as du Gaviria, t'as du Gaviria. Degenkolb, t'as Craig Andersen, Trentin qui est 2 fois, voilà. Non, mais tu demandes à Gilbert par exemple ce qu'il pense de Paris Tour. Je suis persuadé que Philippe Gilbert va te dire Paris Tour, ça compte quasiment autant que l'Amstel et que certains des monuments que j'ai gagnés parce que c'était vraiment. Oui, mais lui, parce que quand il la gagne, lui c'est différent parce que quand il y en a une qui gagne où il est en bugne à bugne avec Bonnen et il le bat au sprint alors que Bonnen à l'époque était un des meilleurs sprinteurs du monde. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a une énorme hype pour lui. Bonnen a le maillot de champion de Belgique si je me trompe pas, donc c'est normal que pour lui elle soit plus importante. Non mais peut-être. Et puis il y avait Bozic aussi dans le sprint, non? Ouais, bien sûr, troisième ouais. Et puis il y avait une année aussi où il arrive en 1 contre 1 contre Stein de Volder, ils s'entendent pas et finalement ça rentre de l'arrière. Je crois que c'est Zabel qui gagne au sprint si je dis pas de bêtises. Donc oui, lui il a une histoire, mais c'est pour te dire que les coureurs de la génération de Gilbert la voient vraiment comme une all-star. Ouais, et après pour lui ça a lancé aussi sa carrière, c'est ses premières grandes victoires pour Philippe Gilbert qui en a eu pas mal après je crois, quelques-unes de mémoire. Donc voilà, donc Paris Tour qui a perdu un petit peu de sa superbe, mais on a quand même une start list assez intéressante. On a Arnaud Démare, donc le vainqueur sortant, Arnaud. Un autre, Dely pour la Lotto Soudal, qu'on a croisé à Paris-Chauny, qui n'a pas voulu nous parler, mais on va essayer de l'avoir. Ne t'en fais pas. Pas le genre. Arnaud Dely, c'est quand même l'homme qui tombe dans le dernier virage et qui fait quand même 15e du sprint. Ah ouais, non, c'est incroyable cette image, c'est vrai. Et il y a aussi une autre image, bon, je fais vraiment une parenthèse avec cet organisateur qui pousse de la main Lorena Vibus aussi dans une. C'est quoi, c'est Bench et Bench, c'est ça? Ouais, c'était Bench et Bench. Voilà, bref, ça fait polémique. Soit dit en passant, c'est inadmissible que ce soit une femme ou pas une femme. T'as pas comme ça à toucher les coureurs, les coureuses qui sont exténuées après un sprint. Laisse-les un petit peu tranquilles. Surtout quand la personne le demande et te repousse plusieurs fois. Voilà. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Jasper Philipsen pour Alpecin, on a Elia Viviani qui a gagné sur le Tour de Croatie, Gaviria, Matteo Trentin d'anciens vainqueurs, Yele Wallace pour Cofidis aussi est là, Axel Laurence. Voilà, parce que je sais jamais comment dire. Je te regarde parce qu'on sait jamais si t'as la meilleure prononciation. Pourtant, il a été invité ici, mais on oublie à chaque fois. Voilà, donc. Non, mais il y a quand même Benoît un truc Cosnefroy, intéressant. Christophe Laporte, je sais pas si Benoît Cosnefroy qui fait 2. Ouais, tout à fait. Christophe Laporte, je vais garder pour la fin parce que pour moi, c'est le grand favori de cette épreuve. Voilà, Christophe Laporte. Avec ce qu'il montre en ce moment. Oui, c'est possible. Non, mais simplement pour dire, tu as cité énormément d'anciens vainqueurs, c'est te dire à quel point ces coureurs-là sont attachés à cette course. Ils l'ont déjà gagnée et pourtant ils reviennent. Ça veut dire quand même que pour certains, elle a vraiment une importance particulière. Et Philippe Gilbert. Pourquoi il rigole? Attention, il rigole. Mais non, mais il l'a gagné, mais ils reviennent. Il y en a qui n'auraient pas fait beaucoup de courses s'ils ne revenaient pas où ils avaient gagné. Et il y en a qui gagnent pas et qui reviennent quand même. Il lui reste 2 courses l'année prochaine. Imagine si Wout ne venait plus sur les courses où il a fait 2. Oh là là, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Là, ça y est. Anthony Colas. Il était obligé. Remettez-moi votre Tony Colas qui vient de m'aider. Voilà, il arrivera tout à l'heure. Philippe Gilbert aussi va peut-être y terminer sa carrière, c'est vous dire si ça a de l'importance aussi. Il a annoncé sur Paris-Bourges, Paris-Tour et ensuite derrière ça va être compliqué, donc je sais pas où est-ce qu'il terminera, mais bon. Pour moi, c'est rideau dimanche. On dit quand même au revoir à l'un des plus grands coureur d'un jour de classique de sa génération. Il a tout gagné, c'est vraiment, il lui manque juste Milan-San Remo malheureusement, mais grand monsieur, qu'il soit belge, français ou norvégien, c'est un très très grand monsieur. On perd Valverde, Nibali et Gilbert coup sur coup. C'est une page de l'histoire du cyclisme qui se tourne en quelques jours. Là. Je sais plus où on l'avait mis dans notre top 10 du 21e siècle. Pour Valverde moi, c'était le numéro 1. Mais Gilbert, c'était top 3 ou top 5. Ça devait être 3e ou 4e peut-être. Valverde, numéro 1 Valverde, par rapport au palmarès, ouais. Mais je sais plus. Moi, je sais que tout temps, je crois que je l'avais mis déjà très très haut. Il conteste Valverde. J'ai l'impression que c'est Outrequier-Brun, c'est tu pas viendras trop, pour le top 10 et puis tu pourras... Peut-être que dans 15 ans, ce sera Remco, qui sait. Ah oui, ça se trouve. Il est bien parti.
Il y avait même Pogacar qui était déjà en train de taper à la porte, voire même dans les à fait. top 10 pour certains. Bref, on parle quand même de Paris Tour, quand même, parce que on a déjà quasiment une heure d'émission, on n'a pas encore fait le quiz ni accueilli Anthony, on ne doit pas être loin en tout cas. Christophe Laporte, donc je disais grand favori, parce qu'il fait vraiment une saison incroyable. Certains le mettent comme le coureur français de cette année. Je suis possiblement d'accord. Voilà, Christophe Laporte qui a encore gagné sur Binche-Chimay-Binche avec une magnifique démonstration. Laporte, favori numéro 1 pour toi ce week-end à Paris Tour. Oui, ça me paraît cohérent de par déjà l'équipe qui est annoncée chez la Jumbo, avec Van Hooijdonk notamment, ou Affini, ça va rouler pour Christophe. Et puis oui, de par ce qu'il a montré toute la saison, meilleur coureur français, oui, clairement, ça se vaut. Il a gagné sur Paris-Nice, il a gagné sur le Tour. C'est difficile d'aller chercher Christophe Laporte cette année. Il a passé un cap monumental et ça viendrait clore une très très belle saison 2022 pour lui. Numéro 1 français cette saison, Monsieur Sakian. Avant de te donner la parole, Gilou, Christophe Laporte. Sans aucun doute. Ok, Gilou. Oui, sans aucun doute, c'est le meilleur coureur français de l'année, mais ça dit quand même le niveau du cyclisme français cette année, c'est quand même très compliqué. Il n'y a pas eu de finale de grandes victoires ou de grands faits marquants. Christophe Laporte gagne 4 victoires, mais voilà, pour un grand pays comme la France, que ton meilleur coureur de la saison ne gagne que 4 victoires, c'est un peu problématique. Et j'aurais cité... Mais il y a eu quelques gars qui ressortent et des jeunes qui arrivent, notamment Zingley par exemple. Il est pas à 5 Laporte? Ou 5, ouais. Le Tour du Danemark avec une étape en plus, il me semble. Je dis pas de bêtises. Alors là, Attends, je vais compter direct parce que j'ai son truc devant moi. Ouais. Une, ça c'est sûr. Je crois Une, que c'est 5, mais je peux 2, me tromper. 3, 4. Ok. Donc il n'y 4 avec un classement général. a pas d'étape avec le Tour du Danemark alors. Mais si, c'est une Si, étape, c'est ça, ouais. 4 et un classement général, c'est ce que je dis. Eh ben, Ouais, plus cinq Binche, victoires. plus Paris-Nice, plus Tour de France, ça fait 5 chez moi. Oui. Bon, Bref, 4 Quel voleur. le bac est, Non, mais est très vous loin. voulez pas débattre sur ce que je dis plutôt de se foutre de moi? Toujours comme ça ici. Non, mais. Non, mais t'as C'est raison. ça. Il y avait lui ou Desmar. Voilà, pour ce qu'il a fait sur le Giro, mais il a fait que le Giro, Arnaud Desmar, le problème. Non, mais t'as raison, il n'y a pas eu de très très grande victoire. Il y a eu quand même, c'est vrai, un très très gros Giro d'Arnaud Desmar. Et puis il y a eu une belle classique pour Benoît Cosnefroy. Ça vaut ce que ça vaut, mais le Grand Prix de Québec, c'est Oui. quand même World Tour. Ouais, c'est vrai que d'habitude, on a plutôt presque des Et monuments et avec si vous vous Julien souvenez, Lafilippe, mais bon. En début de saison, on avait un podium sur chaque grande course. Sur la deuxième partie de saison, ça a quand même été beaucoup plus compliqué. Il y a les mondiaux, mais c'est un peu le. Oui. Comment dire ça vient de nulle part, quoi. Ouais. C'est l'arbre qui cache la forêt. Bravo. Merci. Bien, C'est on encore va Christophe Laporte, en terminer plus. là-dessus sur Paris Tour parce qu'on n'a pas non plus 1000 choses à dire sur la course. On va la regarder, sûrement commentée par Jérémy Sakian. Non, je rigole. Non. Absolument pas. Et puis en même temps, c'est en frontal avec le gravel, je vous rappelle. Ah oui. Il va falloir faire double écran. Ah, va falloir faire. Je peux vous jurer que je regarderai les graves. Ah bah voilà, bravo. Merci pour Paris Tour. Bon, on est Et là, va c'est pas- Deli qui gagne. Tu Il vas va voir, pas il voir la va se victoire de démordre. Deli. Ouais. on est parti pour le quiz, non? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. Jérôme. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, C'est parti donc pour le quiz avec une arrivée. Alors, Triomphal. c'est rarement triomphal. C'est rarement triomphal, Même mais si- le dernier quiz, il était pour lui. Ouais, non, le dernier, Ah c'est non, pour moi. à Chauny, c'était À pour toi. Chauny, c'est pour moi, parce que j'étais tout seul. Mais voilà. C'est pas compliqué. Oui, bah écoute, Anthony Colas, qu'on a appelé Anthony Colas pendant tout le truc, mais comment vas-tu? Ça va très bien, messieurs. Je rentre d'une petite sortie de bicyclette. Voilà, donc ça va, Et ça va très bien. Tu te mets en forme depuis qu'on a parlé de toi à la cafétéria d'Eurosport. Depuis, tu n'arrêtes pas de sortir là. Tu prépares quelque chose? Tu fais les championnats de gravel aussi avec Sagan? Non, je ne fais pas les championnats de gravel. Je sais juste un petit peu de conserver un semblant de ligne. Ah, ou alors. Un semblant, ouais. Alors moi j'ai rien dit parce que je ne l'ai pas vu dernièrement. Je l'ai pas vu tout court d'ailleurs. Je sais pas à quel point il est à point. Le quiz Oui. En régie, s'il vous plaît, envoyez la musique. Et oui, aujourd'hui, la musique de la Ligue des Champions. Non pas au l'honneur du Sporting, le club de Rémi qui a pris 4-1 hier, mais parce que je vais vous proposer une mini Champions League.
Vous allez jouer aujourd'hui les uns contre les autres. Il y aura une finale pour les deux qui sortiront de la poule. On va jouer sur les vainqueurs du Tour de Lombardie depuis la création du Tour de Lombardie, tout simplement. Tu peux enlever la musique, Non, Johan. tu me dis, hein. Attends, je te fais un petit. Ça, j'ai un petit ça, fondu. j'ai une chance. Tu peux la chanter. Ouais, bah j'ai. Bon, t'as pas du tout chanté. Bon, en gros, je vous explique comment ça marche. Il y aura un match entre chacun d'entre vous, donc 6 matchs au total. Et moi, je vais vous égrener des indices d'une manière traditionnelle, hein, un petit peu la question pour un champion. Contrairement à d'habitude, vous aurez 2 possibilités de réponse par personne et par question. Celui qui gagne le match prend 3 points, et si personne ne trouve le coureur, il y aura 1 point chacun. À l'issue de la poule, et il y aura donc une finale entre les deux carrément. qui auront marqué le plus de points. Après, Anthony a déjà gagné, hein, parce que. J'ai déjà rien compris Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est Mais étonnant. moi je propose une chose, c'est que vu que je suis un petit peu dessus en ce moment sur les quiz, j'ai qu'à directement faire la finale moi. Sur des poules directement, non? Il faut savoir qu'avec la page ProStatsStats ouverte sur. C'est beaucoup plus facile. Oui, sur palmarès du Tour de Lombardie, c'est sûr que là on Bon. ne voit pas, tu vois. Donc, Alors, on sait l'ordre des matchs, je l'ai créé un petit peu au hasard. Le premier match, ce sera Rémi contre Gilou. En revanche, il y a 7 coureurs que j'ai préparés, forcément, pour les 6 matchs de poule, plus pour la finale. Et on va tirer au hasard chaque coureur. Donc, répartition équitable. Rémi, Gilou, quel... pas. T'as pas le saladier avec Non, les j'ai pas boules. le saladier, Ah. mais j'ai numéro de 1 à 7. Donc, donnez-moi un chiffre. Vas-y, Gilou. Le 4. Le 4, c'est parti. Johan et Anthony, vous avez bien compris qu'il ne faut pas interférer. Que même si vous avez la réponse, Johan avait compris, je pense. Oui, Regardez pour mais moi. Anthony, je sais pas. ferme son micro, on sait Ça va jamais. faire Italie. Allez, Rémi contre Gilou, il n'y a pas de Filippo Ganna, donc on est tranquille pour aujourd'hui. C'est parti. Coureur de classique, je suis entré 10 fois dans le top 10 de la Classica San Sebastian, donc 4 fois sur le podium et 1 sur la plus haute marche. C'est l'unique classique à mon palmarès, en plus donc du Tour de Lombardie, sinon il ne serait pas dans ce quiz. J'ai aussi fait 7ème sur l'Amstel, 4ème de la Flèche, 6ème... Diego Ulissi ? Non, il ne te reste plus qu'une possibilité de réponse. 6ème de Liège et 4ème des Jeux Olympiques. Sur les grands tours, je suis aussi à mon aise. Je suis entré dans le top 6 de chacun d'entre eux. En prime, je suis double vainqueur d'étape sur le Tour de France, ex-maillot rouge de la Vuelta et vainqueur d'une étape sur ce même Tour d'Espagne. 25e des mondiaux de Wollongong. Je serai sur le Tour de Lombardie avec une équipe pour laquelle je courrai jusqu'en 2026, malgré mon âge avancé. Champion des Pays-Bas du chrono. Mollema. Cette saison, Mollema. Mollema, le point, les 3 points vont pour Gilou. Je l'avais depuis longtemps. Non, je l'ai dit avant. Oui, c'est toi qui marques, Gilou. Ah oui, ah, ouf, j'ai eu peur. Anthony, j'avais depuis longtemps qui dit. Allez, Bien joué, Anthony, Gilou. donne-nous un chiffre, puisque tu as hâte de parler. L'As. Le 1. Ouais, oui. Messieurs, on va vivre un moment d'histoire. On va remonter le temps. Coureur italien. Attends, me sors pas un truc des années 40 quand même, là. hein. Pourquoi t'as pas la feuille jusqu'aux années 40? Coureur italien. Je suis parti, je vais plus m'arrêter. Vainqueur à 4 reprises du Lombardie et 5 fois du Giro. Fausto copie. Non, tu n'as plus qu'une seule chance. Je compte également 2 Milan-San Remo à mon palmarès. 4 fois champion national. Paolo Bettini. Non. Je fais partie, au même titre qu'Eddy Merckx, Peter Sagan, Oscar Freire et Rick Van Steenbergen, du cercle des coureurs à avoir remporté à 3 reprises les championnats du monde en ligne. Moreno Moser. Non, Ouais, mais non, trop. Perdu. Ah, j'ai déjà tu perdu. ne peux plus jouer. Je Ah bah, suis d'ailleurs... Donc j'ai gagné. Non, il peut y avoir match Je nul. comprends pas les Je règles. suis d'ailleurs le premier champion du monde professionnel de l'histoire en 1927. Les fans de cyclisme féminin connaissent mon nom grâce Oh, à je une l'ai. classique World Tour éponyme Oh disputée là en là début là de là saison là à Cicilio et remportée Je cette suis année bête. par Elisa Balsamo. Anthony, je te laisse 5 secondes. Pour trouver sur internet. Sinon, il y a match nul. 5, Ouais, je l'ai pas, ça. Ah là là, j'y crois 3, pas, je l'ai. 2, 1. Oh là là, C'est mon gars Binda. C'est Alfredo Binda. Eh oui, bien Un sûr. partout. Donc entre Anthony Ah là là, et faut Faut Johan. pas répondre trop J'ai vite. Enfin, été- j'ai tu peux été répondre vite. une fois trop vite, mais. En fait, je, mais pas je- deux. je Pas sais deux fois, que mais pas deux. qu'Anthony n'a que la page des années 2000, donc du coup, c'est vrai que je suis bête, j'aurais pu y penser. Gilou, tu as 3 points, 1 pour Johan et Anthony. Rémi, tu as 0. Rémi, tu vas jouer contre Johan désormais. Aïe, Donnez-moi aïe, un aïe, il chiffre. faut que On je a gagne. joué avec le 1 et le 4, donc il reste Vas-y, à les autres. toi. J'allais dire le 8, je me serais fait. Il y en a que 7. Bah 6, s'il te plaît. Le 6. 2 fois champion national. Vainqueur du maillot vert sur le Tour. De 37 étapes sur les grands tours, de la Flèche Wallonne, de 2 Paris-Tours, de 3 Gand-Wevelgem. J'ai également réussi à mettre le Lombardie à mon tableau de chasse. Et pourtant,
ce que je viens de vous citer ne constitue que la partie immergée de l'iceberg et d'un palmarès fort de 162 succès. Sean Kelly? Non. Car j'ai gagné aussi, accrochez-vous bien, 2 fois le mondial, 1 Milan-San Remo, 2 Tours des Flandres, 3 Paris-Roubaix et 1 Liège-Bastogne-Liège. Vous l'avez compris, je suis avec mes compatriotes Eddy Merckx et Roger De Vlaminck, l'un des 3 seuls coureurs à avoir remporté les 5 monuments. Âgé aujourd'hui de 88 ans, je figure à la 12e place du top 100 des meilleurs coureurs de l'histoire dressé par un certain Johan Tritz durant le confinement. Je vous laisse 5 secondes. Il y a tellement de coureurs qui viennent à l'esprit. Gilou, tu l'as, Gilou? Vous avez vu les années qui nous parlent. Je crois que j'ai, mais. Vas-y, Gilou, tu peux y aller, il y a match nul. Non. Gilou? De Vlaming? Non, il a cité dans la question. Ajoute, je comprends vraiment rien. Mais non, mais je jouais pas, donc j'écoute pas. C'était Rick Van Looy, messieurs. Ouais, ce que j'ai dit, Van Looy, ouais. Non, c'est pas ce que t'as dit du tout. Après, moi je réécouterai. Dis-nous sur quel numéro tu veux jouer. Je grappille, moi. Gagne, Gilou. Le 2, moi. Il faut que je pète Colas au dernier match. Comme Alfredo Binda, moi aussi, j'ai donné mon nom à une course. Mais chez les hommes, à son palmarès, figure le spécialiste de cyclocross, Lorenz Sweck, mais aussi Fabio Jacobsen, Tim Merlier et Arnaud Delis. Ouais, Montserrat, Grand Prix Montserrat. Montserrat, Jean-Pierre Montserrat, bravo Gilou, 3 points. Qualification pour la finale. Gilou, bravo. Ah, là, mais si tu me passes sur le bench, en plus, Lorenz Sweck sur route, il a dû gagner une course dans sa vie. C'est la seule course. Mais t'aurais dû l'avoir, t'es spécialiste de cyclocross, il me semble. Ouais, mais c'est pas à moi de répondre. Je l'avais, hein. Je l'avais, bien évidemment. Si, c'était toi contre. Ouais, c'était toi contre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Excellent. Joue pas sur le prochain, vas-y. Si, c'est Anto Rémy. Un point sur les scores. Gilou est à 6 points, Johan est à 2, Rémy est à 1 et Anthony, t'es à 1. À 8. T'es à 1. En fait, Anthony tout le monde peut se qualifier encore. Gilou, tu es le premier qualifié. Vous jouez avec le combien, pardon? Le 2. Non, le 2, c'était Montserrat. Pardon, le 3 alors. Le 3. J'ai gagné le Tour de Lombardie au 21e siècle. La Lombardie sera aussi l'occasion de mes adieux au monde professionnel en 2016, même si cette année-là, je n'étais pas parvenu à terminer la course. Passé par une équipe qui nous est très chère, la Saunier Duval, mais également la Gerolsteiner, je me distingue sur la Vuelta 2008 en prenant la 11e place. Sur cette saison 2008, je cumulerai pas moins de 10 top 10, dont 6 sur des courses World Tour, mais sans jamais lever les bras. En 2012, je me distingue encore en prenant la 8e place du Lombardie à 9 secondes du vainqueur Joaquim Rodriguez, confirmant ainsi mon immense exploit de l'année précédente sur cette même course, la Lombardie. En 2011 donc, où je m'étais imposé à l'Eco, c'est non seulement mon seul monument, mais c'est surtout ma seule victoire professionnelle sous le maillot de l'équipe Léopard Trek. Tous les indices ont été donnés, il vous reste 5 secondes. C'est à moi de jouer aussi là? Oui. Ah putain, j'ai pas écouté tout le truc. C'est dommage. C'est donc un match nul. Johan, donne-nous la réponse. Oliver Zog. Non, je l'avais pas du tout. Zog. Et voilà. Oh non. Alors Gilou, je compte sur toi. Alors Gilou, t'as envie de revenir au prochain podcast ou pas? On est d'accord que si Gilou gagne, tout le monde est à 2 points. Comment ça se passe? C'est Gilou qui choisira son adversaire en finale. Non, pas du tout. Il y aura une question improvisée qui vous permettra de vous départager. Bon, Gilou. Je dis bien improvisé parce que j'avais pas prévu que vous soyez aussi médiocre. Je comptais pas renouveler ton contrat pour la saison 2023, mais si jamais tu me laisses la place, il reste le 5 ou le 7 sur Fais gaffe à ce que tu fais, Gilou, quand même, je te le dis comme ça. 5 ou 7. On regardera la 7 pour la fin, la 5e. La 5 ? Bah oui, on laisse la 7e. Ok, je suis en train de regarder les scores entre vous. En fait, vous avez fait que des matchs nuls, donc il n'y aura même pas de goal average particulier. La 5. Professionnel de 1983 à 1994, je remporte le Lombardie en 1988. Je précise quand même qu'Anto, tu ne joues pas. J'ai aussi terminé 3e de la Lombardie en 85 et 90. Mon palmarès compte en plus de ça 3 Dauphinés, le Grand Prix de Zurich, 3 Grands Prix des Nations et au moins une étape sur chaque Grand Tour. Coureur français. Jalabert ? Non. Jalabert ? Non. Coureur français, j'ai notamment porté le maillot de Renault, Système U ou RMO. Le blanc ? Non. J'ai donc côtoyé pendant plusieurs années un certain Cyril Guimard. Maillot jaune du Tour pendant... Riblon. Oui. Non, mais non. Non.
Évidemment, je ne te le compte pas. Maillot jaune du Tour pendant 6 jours en 1987. J'ai l'impression qu'il est plus du tout concentré. Il s'en fout complet de ce match. Il sait qu'il est en C'est finale. bien, c'est bien, mon Gilou. C'est bien, mon Gilou. Maillot jaune du Tour pendant 6 jours en 1987. Je termine cette année-là au pied du podium, 4e. Comme en 1991, ce sera ma meilleure performance sur le Tour de France, mais pas sur les grands tours, puisqu'en 1990, je termine 2e du Giro derrière Gianni Bugno. Sélectionneur de l'équipe de France entre 1997 et 1999, je suis surnommé Petit Charlie. Charlie Motet. Charlie Motet. Oui. Il m'a fallu un nombre d'indices incalculables. Charlie Motet. C'est la finale. Je l'avais en même temps que toi. Hein. Ouais, Donc, donc, ça Très peut te bon passage rassurer, d'Anthony Nicolas dans ce mais- podcast quand même. hein. Le classement de la poule. Gilou avec 6 points. Johan avec 5 points. Rémi et Anthony avec 2 points. Est-ce qu'on pourra faire la finale des nuls après? Bah, j'ai plus de questions. Je suis Ah, désolé. On a on dépassé largement les. Déjà, Anthony, les il va quotas. pas comprendre qu'il va falloir répondre. Donc, Il a La raccroché, finale. Il a raccroché. Non, je suis là. Il révise Lorenz Weck pour le prochain podcast. Ah, je suis en train de faire une mise à jour d'un truc, c'est un peu long. Je vous rappelle qu'il y Mais a... je vous écoute, hein, je Merci. Ouais, suis attentif. Je vous rappelle qu'il y a 2 points pour celui qui remportera ce quiz. On est parti. Comme quelques-uns des coureurs devinés aujourd'hui, je fais partie de ceux ayant levé les bras sur les 3 grands tours. Champion national du contre-la-montre, l'année de mes 26 ans, je décroche le Tour de Lombardie 2 ans plus tard. Cette victoire n'est en rien une surprise, car j'avais déjà terminé 3e et 5e du dernier monument de la saison par le passé. Et pourtant, hormis le Lombardie, je ne suis pas vraiment un adepte des classiques, excepté un top 10 sur l'Estrade Bianche et un autre sur les mondiaux. Mon truc à moi, c'est Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot. Oui, il est au-dessus de moi. Thibaut Pinot qui Alors donne là, 2 points à Johan Tritz. me donne Thibaut Pinot sur la question. Avec votre quiz tout pété là. Ah, ouais. Et Gilou qui a pris par-dessus J'en ai assez la jambe entendu. le match de classement, finalement, est pris à son propre piège. En vrai, je l'avais au bout de 5 secondes à peu près, et je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, t'as 2 réponses, donc pourquoi tu me donnes pas? Je l'ai sous les yeux depuis tout à l'heure, il est là, avec la photo du Tour Thibaut de Pinot. Lombardie. Victoire de Johan, alors celle-là, elle revient de nulle part. Hein. Bah oui, mais bon, voilà, je vais encore marquer. Je suis 2 belge, points. je suis un choker. hein, putain. T'as pas besoin. Enfin, t'es belge, t'es plutôt au bout de Van Aert, mais bon, c'est pas grave. Alors là, est-ce que tu n'aurais pas plié le classement des quiz définitivement? Parce qu'il y a eu le point de Shawnee, où tu étais Ouais. seul en course. Ça me fait 12 points maintenant 12 actuellement. points. Et le deuxième à combien? Anthony, t'as 7. Ouais. Gilou 6, Rémi 4, et tu es toujours à 1. Ah, je suis toujours à 1. Ouais, mais ça fait qu'un seul 100% quiz. de victoire. Bon, rapidement les amis, les paris pour qu'on entende au moins une fois Anthony dans ce podcast sur évidemment le Tour de Lombardie. Je sais que tu n'as pas la start list, Anthony, profites-en pour aller sur la page. Ah, c'est même pas vrai. On va commencer avec le grand maître du quiz, Jérémy Saakian, qui a peut-être une idée pour le Tour de Lombardie. La raison dit Pogacar, mais le cœur dit Alaphilippe, donc je vais jouer Julien. Ok, Julien Alaphilippe, c'est. Moi je trouve que c'est osé. Gilou, tiens, tu as des cotes un petit peu ou pas, toi qui es friand de paris fléchettes et cycliste. Surtout sur Ladbrokes, important de citer l'employeur. Oui, Exactement, la Bruce, pas mieux. Ladbrokes. Ce n'est pas encore sorti les cotes. On le redit, Ladbrokes, parce que tu fais On ce l'a pas dit podcast sur avant. le temps de travail, donc parlons bien de Ladbrokes. Ah oui. Sur l'Adbrooks, je ne suis plus en temps de travail. Sur l'Adbrooks. D'ailleurs, merci pour de le dire, tout le monde n'était pas au courant. Merci, Voilà, Jérémy Sac. bravo. J'ai cité 5 fois Ladbrokes, maintenant la 6ème, et en plus il se plaint. Ouais, c'est juste Non, que- les cotes ne sont pas encore sorties, mais moi je joue Tadej Pogacar. Pogacar, ah oui, d'accord. Cote qui va être quand même assez faible, je pense, je Oui, suppose, pour le Tour de Lombardie. 1,80 quoi. Oui, oh, 1,80, c'est pas mal. De 10. Rémi. Henrik Mas. Henrik Mas, bien sûr, qui fait partie des favoris. Juste parce puisqu'il que- a battu Voilà, Tadej juste parce qu'il l'a Pogacar. Même si ça me ferait mal au cœur de voir Henrik Mas gagner un monument. Oh, il mérite quand même un Il petit mérite peu. pas du tout. Et attention, le grand moment du podcast arrive. Anthony, c'est l'heure de te donner la parole. Elle fait pas comme moi, Remco il y est pas. Hein. Non, moi je vais jouer Julien, moi. Oh, parce que alors comment s'est passé le barbecue avec Julien d'ailleurs? Ah, là là. Ah, vous avez eu des échos. Ah bah un J'ai- petit peu. Quand Steve Chenel a appris l'histoire du barbecue, il était effondré. Rappelons l'histoire c'est ça, quand même c'est ça. rapidement. Il y a quelques semaines de ça, on s'interrogeait sur les invités et on a dit Anthony, tente Julien Alaphilippe puisque tu le connais bien. Ouais, je le tente. Et finalement, il prend contact avec Julien qui était en pleine période de préparation de course, qui lui dit bon bah pas tout de suite, là je reste dans ma bulle. Et Anthony nous dit bah c'est pas grave, il vient pas au podcast, mais il vient dimanche à la maison Oui. Non, manger un c'était pas barbecue. ça, c'était pas ça. Il y a eu un autre truc entre temps après. Oh, Faudra non, remonter la ouais, conversation C'était à peu près correctement. ça. Après, non, après il y a eu un truc genre
tu nous as piégés, t'as pas envoyé au bon Julien, je sais pas trop quoi. C'est anecdotique. Il y a eu remise en doute de mes infos. Hein. Et non. Et après, il y a eu d'autres trucs. Et du coup, pour vous faire un peu bader, je vous ai dit, c'est pas grave, viens au barbecue ce week-end. Sauf que. Il y en a un, enfin, je sais pas vous, mais il y en a un parmi vous qui a sauté à 2 pieds dedans. On y a tous cru. À plat ventre. On a à tous plat cru. ventre, Non, mais on a tous cru. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait en bon journaliste? J'ai vérifié. J'ai contacté Madame Cola, qui d'habitude protège son mari, mais là elle m'a dit non, il n'y a pas eu de Julien à la maison. Donc on a démonté cette histoire encore rocambolesque. Vous croyez vraiment que Julien allait venir se faire chier au fin fond de l'Oise pour un barbecue? Non mais c'est vrai qu'on a été dans l'Oise dernièrement. Enfin non, c'était dans l'Aisne. C'était l'Aisne, ouais, mais c'était pas loin. Attention à ce que vous dites quand même sur l'Oise. Et ben moi je sais pas qui mettre en fait avec toutes ces bêtises. Lorenz Weck. Non, parce qu'on n'est pas à Montserrat. Je sais pas. Je vais mettre Valverde pour. Voilà. Pourquoi pas. Bon, allez, Valverde qui lève les bras sur la dernière et voilà. Après il sera. C'était un beau podcast encore, tiens. Oui, très long. Encore une fois, un super podcast qui va être simple à monter puisqu'on a tout fait dans l'ordre, évidemment. Merci. Parce qu'on a fait l'interview d'Axel Laurence quand il fallait la faire. Quand il fallait, tout à fait. Donc spoilé par Tanto, par Gilou, par Tanto. Merci les gars d'être passés, merci Anto. Hein. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir dans le podcast. Une comète. Ouais. J'étais pas chaud aujourd'hui. J'étais un peu fatigué de ma journée. Oui, bah tu m'étonnes. Tu essaieras de revenir quand même. Gilou, t'as gagné le droit de revenir toi aussi puisque tu m'as laissé gagner au quiz. Merci à toi. Pas de paye, pas de retour. Rémi, merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le Tour de Lombardie. Et après, les gens qui c'est qui a rage quit encore? Je sais pas du tout. Qui a rage quit. C'est Gilou. C'est Gilou qui a rage quit. C'est Gilou à chaque fois. Le temps de travail. Et puis voilà, débrief du Tour de Lombardie. On aura aussi bilan de fin de saison du gravel et un peu de cyclisme féminin. On l'espère bientôt. Et il sera un peu plus court sur le podcast la semaine prochaine. Oui, on l'espère. Non, mais il y a pas mal de trucs. Oui, il y a pas mal de trucs. Il y a la présentation du Tour à la fin du mois. Voilà, on aura ce qu'il faut. Allez, salut à tous. Ciao. Bye bye. Ciao.